Bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison du podcast Au cœur des Lions, podcast des Lions de Trois-Rivières avec, encore une fois, votre animateur Félix Francoeur-Beaulieu. Et pour commencer cette deuxième saison en force, je me suis dit qu'on irait avec le deuxième président de l'histoire des Lions de Trois-Rivières et, fait à noter, le plus jeune président de l'histoire de la RCHL et le plus jeune président champion de la Coupe Kelly dans la RCHL, Alex Cousineau. Alex, salut! Salut Félix. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben, écoute, ça va bien. On est fébrile, je dirais, parce que veux pas. Au moment où on enregistre le podcast, on est à quoi? 3 jours du match ouverture de la 5e saison de l'histoire des Lions de Trois-Rivières, avec notamment les bannières de champions qui vont être hissées dans les sommets du Colisée Vidéotron. Comment tu te sens à quelques jours de cette 5e saison-là de l'histoire des Lions, ta 5e saison aussi avec les Lions de Trois-Rivières? Comment tu te sens? Je pense que c'est excitant. Année après année, là, tu te prépares pour ce premier match-là. C'est tout le temps, même si c'est l'année 5 pour moi ici avec les Lions, tu as tout le temps un petit peu là, de nervosité. Tu es toujours bien excité à l'idée d'avoir ce premier match-là à domicile. C'est la 5e saison qu'on commence à domicile en plus. Donc, c'est vraiment excitant. Puis cette année, en plus, avec les bannières qui seront ici au plafond du Colisée Vidéotron, pour nous, je pense que c'est une belle fierté, là. Puis, bon, là, on parle de ta 5e saison, mais on n'a pas le choix de commencer en parlant de ton parcours parce que, tu sais, on parle quand même d'un gars qui a quoi? Tu as commencé comme entraîneur des gardiens avec l'Université Concordia, avec le Collège français de Longueuil. Après ça, tu t'es ramassé à Val-d'Or. Petit à petit, tu t'es ramassé à Trois-Rivières comme quoi? Coordonnateur des opérations hockey, entraîneur des gardiens, coach vidéo. Là, tu as vraiment gravi les échelons extrêmement rapidement. Écoute, parle-moi un petit peu de ton parcours, parce que en quoi, 6 ans, 7, 8 ans même, passer d'entraîneur des gardiens à président d'une équipe professionnelle de hockey, ce qui est extrêmement impressionnant. Oui, c'est un peu surréel, je te dirais, là, quand tu y repenses et tu regardes au parcours que j'ai parcouru. Je ne me suis pas rendu là toute seule. Je pense que j'ai eu de l'aide d'une couple de personnes. Je me suis entouré. Les gens se sont entourés de personnes. Puis tu te dis dans la vie, tu ne te rends pas là sans l'aide de certaines personnes qui t'ont aidé à se rendre où ce que je suis aujourd'hui. J'ai commencé un peu dans le coaching Jet 3. À l'époque, avec les riverains du Collège Charlemagne, Guillaume Latendresse m'a donné ma première chance. C'était notre entraîneur-chef à l'époque. Puis, par la suite, j'ai monté au niveau junior 3. J'ai été 3 ans, dont 2 avec le Collège français de Longueuil, où on a remporté la Coupe Napa. Pierre Petroni, Stéphane Blanchet, Jean-Philippe Hamel, des gens avec qui j'ai eu énormément de plaisir, puis j'ai énormément appris durant ces 2 années-là. Je pense que mes 2 années au Collège français m'ont vraiment démontré c'était quoi bâtir une équipe championne. De bâtir une culture puis de vouloir être le meilleur match après match, année après année. Je pense que c'est là que j'ai vraiment appris ça. On dit que tout le monde veut gagner, mais tu ne veux pas nécessairement tout le temps gagner. Puis c'est là que j'ai vraiment appris que si tu veux être le meilleur, il faut que tu mettes les efforts pour être le meilleur. Puis je pense que Pierre inculque ces valeurs-là à son staff et à ses joueurs. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. Par la suite, avec les Stickers de Concordia, avec Marc-André Élément, encore une fois, ça a été une école de vie incroyable pour moi. Marc-André, c'est encore un ami aujourd'hui. Les Stingers ont remporté l'année dernière leur premier championnat de l'OUA en U-Sports. Donc, félicitations aux Stingers pour ça. Puis, par la suite, je suis allé durant la COVID avec les Foreurs de Val-d'Or. Ça a été, je te dirais, ça a été un apprentissage énorme. Je quittais la maison, j'avais 22 ans. C'était la COVID. J'avais quelques opportunités d'aller junior majeur à l'époque avec d'autres formations de la Ligue. Finalement, j'ai décidé d'aller avec les Foreurs de Val-d'Or. Je pense que ça a été, pour certains, surprenant. Pour d'autres, moins. J'allais rejoindre un ami, Daniel Renaud, qui était à l'époque entraîneur-chef des Foreurs de Val-d'Or. Puis, je pense que le reste, c'est de l'histoire. On a perdu en finale la Coupe du Président contre les Tigres de Victoriaville. Ça a été une année où j'ai énormément appris. Comme j'ai dit, tu pars à 22 ans de la maison. Seul, tu t'en vas à 6 heures de chez toi. Quand je suis parti, je me souviens encore, là, il était autour du 20 août, je suis parti à 5h30 du matin de Montréal pour m'en aller à Val-d'Or. Puis quand je suis arrivé à Val-d'Or, je n'avais pas d'appartement, je ne savais pas où j'allais rester. Puis dans la première semaine, j'ai habité au sous-sol de chez Dan Renaud avec mon matelas gonflable. Puis finalement, je me suis trouvé une place là, à Val-d'Or, mais ça a été beaucoup, beaucoup d'apprentissage.
Puis je suis content de l'avoir fait. J'ai sorti de ma zone de confort. Puis souvent, quand les gens me demandent de quoi tu es le plus fier, je pense que c'est ça, d'être capable de sortir de ma zone de confort, d'aller à Val-d'Or aussi jeune, puis d'avoir appris autant. Je pense que sans cette expérience-là, je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui président des Lions de Trois-Rivières. Puis justement, comment s'est fait le rapprochement entre... Parce que tu es parti de Val-d'Or, après ça, tu t'es revenu ici à Trois-Rivières pour, tu sais, comme je le disais, pas un poste de gestion. Tu n'arrivais pas ici en tant que gestionnaire de quoi que ce soit. Tu arrivais coordonnateur des opérations hockey, coach des gardiens puis entraîneur vidéo. Comment s'est fait le rapprochement pour que finalement tu arrives à Trois-Rivières? En fait, tu sais, moi, le hockey professionnel a toujours été un rêve pour moi. Tu sais, j'ai côtoyé le hockey professionnel depuis que je suis tout jeune. J'ai eu la chance que mon père joue au hockey professionnel dans différentes équipes de la Ligue nationale puis de la Ligue américaine. Donc, quand le poste s'est ouvert comme coordonnateur des opérations hockey, pour moi, c'était quelque chose que je voulais faire. C'était un rôle que je me voyais dedans. Du hockey professionnel à Trois-Rivières, à la maison. Donc, c'est certain que c'était un poste qui m'appelait. Donc, j'ai postulé sur le poste comme n'importe quelle personne aurait pu faire à cette époque-là. Puis, Éric Bélanger a été un ancien coéquipier à mon père avec les Kings de Los Angeles au début des années 2000. Je connaissais Éric un petit peu, mais sans plus. Marc-André Bergeron était le directeur général de l'équipe avec Mark Waitman comme président. Donc, j'ai passé au travers de plusieurs entrevues. On était en série encore avec les Foreurs de Val-d'Or durant ce temps-là. Donc, j'essayais de concilier les deux. Je voulais vraiment donner tout ce que j'avais aux Foreurs. Je ne voulais pas être une patte en dehors, une patte à l'intérieur. Donc, on a fait ça. Marc-André était très bon, respecter les Foreurs là-dedans. Donc, on a attendu. Puis, du moment que la Coupe du Président s'est terminée, Marc-André m'a offert la position. C'est certain que je pense que c'est quelque chose dont j'étais vraiment fier. J'ai sauté à pieds joints dans l'aventure avec les Lions. Puis, tu sais, honnêtement, comme tu l'as dit, je m'en allais comme coordonnateur des opérations hockey. Quand j'ai eu la position, je ne m'attendais jamais, 5 ans plus tard, à être président des Lions. Je m'en allais là faire le meilleur travail que je pouvais faire dans ce rôle-là. Puis, comme j'ai dit, on avait tellement un beau staff. Éric Bélanger comme entraîneur-chef, Pascal Réaume comme entraîneur adjoint. Jean Wynne, Kyle Sutton, notre support staff cette année-là. Honnêtement, on avait un staff all-star. Puis on a tellement eu de plaisir. C'est une année où je pense qu'on a tous découvert la Ligue ensemble. Au Québec, la ECHL est des fois un peu plus méconnue. Puis surtout, recul de 5 ans quand les Lions n'étaient pas là. Donc, on a grandi beaucoup au travers de cette année-là. Puis je pense que ça l'a aidé à faire en sorte que je suis assis ici aujourd'hui. Puis comment tu as gravi les échelons, justement, parce que, tu sais, au fil des années, se sont greffés les postes de directeur des opérations hockey, directeur général adjoint, ensuite vice-président développement des affaires, vice-président exécutif, finalement, le poste de président. T'sais, comment tout ça s'est greffé? Puis est-ce que la gestion d'une équipe, la présidence d'une équipe, quand tu es arrivé avec les Lions, peu importe, tu t'es dit, écoute, j'aimerais ça éventuellement, mais je vais aller chercher mon bagage d'expérience avant de me rendre là? C'est une super bonne question. Ça n'a jamais vraiment été quelque chose que j'aspirais à faire au tout début. Donc, tu sais, tranquillement, pas vite, moi, je me suis toujours dit, puis c'est quelque chose que je redis maintenant, tu sais, quand je visite des programmes de sports management où je donne des conférences, puis je dis aux gens, tu sais, l'important, c'est de faire le mieux que tu peux dans le poste que tu es actuellement. Si tu essaies de voir trop loin, tu essaies de voir des postes dans lesquels tu n'es pas, c'est pas nécessairement là que tu vas graver. Moi, tu sais, comme j'ai dit, je suis rentré comme coordonnateur des opérations hockey. C'est ce que je voulais faire. Je voulais être dans ce rôle-là, je voulais être le meilleur. Puis, dans ce temps-là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais être le meilleur, puis je vais monter dans la Ligue américaine dans ce poste-là, puis peut-être je monterai dans la Ligue nationale avec ce poste-là. L'année 1, après, avec les Lions, j'ai passé 3 entrevues dans la Ligue américaine pour des postes distincts. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Donc, je suis revenu l'année d'après, encore comme coordonnateur des opérations hockey, une deuxième saison, où là, je connaissais un peu mon rôle, puis c'était beaucoup plus facile. J'ai été un peu plus impliqué dans la sélection des joueurs, dans le recrutement, dans les échanges avec Marc-André. Puis par la suite, l'année 3, c'est là qu'on m'a nommé directeur des opérations hockey. J'ai directeur général adjoint. Ça s'est fait là, dans quelques mois. On a eu un mouvement de personnel à l'interne. C'est là que Pascal Réaume a été nommé directeur général et entraîneur-chef. Donc, j'ai pris un petit peu plus de bagages avec Pascal. On a bâti une équipe ensemble. On a travaillé très, très étroitement durant cette année-là.
Puis l'année d'après, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Notre équipe a été au bord du précipice. Puis, tu sais, dans tout ça, je dois vraiment lever mon chapeau à Glenn Stanford, qui était le président de Deakin Sports. Glenn a fait un travail remarquable pour un peu sauver notre équipe. C'est une personne avec qui j'ai une relation incroyable encore aujourd'hui, président du régiment de Terre-Neuve dans la LHJMQ. Puis, tu sais, Glenn, ça a été quelqu'un que j'ai côtoyé jeune, puis encore aujourd'hui, on se parle régulièrement. Puis, c'est une personne qui a fait de l'excellent travail pour sauver notre équipe. Mais ça, d'ailleurs, comme tu parles de Glenn et tout, j'ai pas le choix de te poser la question parce que le fameux 2 avril 2024, tout le monde qui travaillait au Lion à ce moment-là, on a vécu ça d'une certaine façon. Bon, moi, ça faisait quoi? Ça faisait 3 mois que j'étais avec l'équipe. C'est moi qui s'occupe des relations de presse. Fait que, c'est sûr que les médias me textaient savoir qu'est-ce qui se passe, Félix, qu'est-ce qui se passe, puis on ne le savait pas. Toi, tu étais dans cette fameuse rencontre-là des gouverneurs. Puis, veux pas, l'avenir des Lions et des Growlers de Terre-Neuve, c'était pas nécessairement le point en haut de la liste. Comment tu as vécu cette rencontre-là en sachant que peut-être à la fin de la rencontre, tu n'avais tout simplement plus de travail? Ça a été... ça va être une réponse qui va étonner, je pense, mais pour moi, je m'en allais là comme une journée de travail normale. Parce qu'à la fin de la journée, j'avais aucun contrôle. Ouais. Je suis une personne assez zen dans la vie. Les choses ne me stressent pas facilement. Puis je voulais juste m'en aller là avec, à la fin de la journée, le devoir du sentiment accompli, que ça soit positif ou négatif pour notre organisation. Je savais que j'avais tout laissé sur la table pour sauver notre équipe. Puis, tu sais, dans les semaines avant, je pense que je m'étais préparé un peu au pire scénario de dire qu'est-ce qui arriverait si l'équipe n'était pas sauvée. Puis quand on est rentré dans cette rencontre-là, j'étais dans l'inconnu aussi, autant que toi, autant que nos partisans à cette époque-là. Puis quand j'ai finalement su que l'équipe avait été sauvée par Jeff Dickerson et Spire, je te dirais que ça a été un gros poids qui s'est enlevé sur mes épaules. Puis finalement, j'avais des bonnes nouvelles à conduire à l'équipe. Je n'étais pas président durant ce temps-là. Mais je savais que j'avais une chambre remplie de joueurs au sol de l'aréna. Je savais que j'avais une chambre remplie d'employés au 2e étage du Colisée. Puis je devais m'adresser à ces gens-là suite à l'appel. Puis d'être capable de pouvoir aller voir ces gens-là puis leur dire « Votre emploi est sauvé ». Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus chaud au cœur parce qu'à la fin de la journée, il y a des gens là-dedans qui auraient pu perdre leur emploi. J'aurais perdu mon emploi aussi, mais je voulais juste que ces gens-là soient sauvés de tout ça. C'est du stress familial, c'est tout ça qui venait avec. Donc, quand j'ai su la bonne nouvelle que l'équipe était sauvée, je te dirais que ça a été un des plus beaux moments de ma vie, là. Puis, finalement, tout est bien qui finit bien, veut pas, parce que, comme tu l'as mentionné, Spire a racheté les Lions, entre autres avec Jeff Dickerson. Et l'année suivante, on sait pas mal tout ce qui s'est passé. Les Lions sont les champions en titre de la Coupe Kelly. Tu viens de dire que le 2 avril, quand tu avais annoncé à ton staff puis aux joueurs qui avaient encore leur emploi, c'était un de tes plus beaux moments de ta vie. J'imagine que le 7 juin dernier, ça doit être aussi un beau moment dans ta vie, là. Ah, c'est incroyable. Je pense gagner. Tout le monde pense qu'ils savent c'est quoi gagner, mais tu n'as pas vécu ça tant aussi longtemps que tu n'y as pas goûté. Je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'entrevue que j'ai remporté la Coupe Napa avec le Collège français de Longueuil. Le feeling est juste surréel. Tu penses même pas que c'est vrai qu'est-ce qui se passe. Donc, je savais c'était quoi gagner, j'y avais déjà goûté, puis j'avais faim de goûter à ça encore. Puis, tu sais, avec tous les efforts qu'on a mis durant, au 2 avril, quand Spire a acheté, comme tu l'as dit, j'étais directeur général adjoint à ce moment-là. Tu sais, je me souviens être allé au restaurant Le Grill avec Todd Mackin, qui est président de Spire, puis il m'avait dit toi, tu peux faire plus que juste du hockey. Il dit, je pense que tu es notre homme. Ça faisait quelques heures que je le connaissais. Fait que, quand on dit que les premières impressions sont importantes, ils perdurent, ben oui, absolument. Puis la suite, c'est un peu de l'histoire. Donc, me nomme vice-président du développement des affaires pour quelques semaines, me nomme vice-président exécutif, puis par la suite président. Puis aller en finale de la Coupe Kelly, puis remporter en 5 matchs contre le Wild de Toledo. C'était... quand on a sauvé l'équipe, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Puis le 7 juin dernier, je pense que ça l'a battu tout ce qu'on a vécu. Puis de remporter la coupe ici à la maison,
la première coupe en hockey professionnel depuis 1993. Tout le staff qui ont travaillé excessivement fort durant la dernière année, les 5 premières années de l'équipe, puis nos joueurs. Quoi dire de nos joueurs? Ils ont cœur et âme, ils ont laissé cœur et âme sur la glace pour notre logo, pour notre organisation, pour notre ville. Puis ça a été vraiment un beau moment. Oui, effectivement. Puis tu l'as mentionné, tu as parlé de ta première rencontre avec Todd, président de Spire, qu'il t'a dit tu peux faire plus que du hockey. Tu sais, je me rappelle quand je suis arrivé, tu allais sur la glace avec les gars pour les pratiques. Même au début de la saison passée, tu étais vice-président exécutif. Puis avant que la saison commence, tu allais avec les gardiens puis tu étais sur la glace. Est-ce que cet aspect-là, ça te manque? Oui et non. Je pense que je garde la camaraderie. Je suis autour du staff hockey à tous les jours. On a des rencontres hockey avec Ron Schultz sur comment on bâtit notre alignement, comment on veut jouer, sur la culture de notre équipe. Fait que, cet aspect-là, je l'ai encore. Je continue de suivre l'équipe sur la route, peut-être pas autant qu'avant, mais je continue de suivre l'équipe. Fait que, tu sais, le bond que tu vis, tu sais, dans les chambres d'hôtel, au restaurant, tu vas prendre une bière avec les gars en avant-match, puis tout ça. En avant-match, la veille des matchs, on ne prend pas de bière en avant-match. Mais, tu sais, ça, je l'ai encore. Mais malheureusement ou heureusement, il me manque un petit peu de temps d'aller sur la glace avec les gars pour entraîner les gardiens de but, puis juste être sur la glace avec les gars. Donc, je te dirais pas que ça me manque. Il y a des jours que je les vois, puis je dis, ah, il me semble que j'embarquerais sur la glace, shooter une coupe de puck, puis être avec les boys. Mais non, je te dirais que je suis vraiment heureux où ce que je suis, dans le rôle que je suis actuellement. Puis comme je te dis, la camaraderie est là. Je reste très proche de notre staff. Donc, cette partie-là ne me manque pas. Là. Mais j'imagine que, veux pas, l'entraîneur des gardiens n'est jamais bien loin. Exemple, tu regardes le match, tu es dans ton bureau en haut, tu as une vue sur le match, là, tu vois peut-être un mauvais déplacement d'un des gardiens des Lions. Tu te dis, ah, on dirait que ça serait à retravailler, ça. Est-ce que tu as encore ce réflexe-là des fois? Ah, c'est certain. Je pense que autant du côté des gardiens que du côté de nos défenseurs, les attaquants, on va en parler après le match. Ron, c'est le premier qui va me demander hey, qu'est-ce que tu penses de tel but qu'on a donné, qu'est-ce que tu penses du déplacement du gardien, puis tout ça. Puis c'est toujours bon d'avoir un peu la vue du gardien parce que pour un entraîneur-chef, des fois, il voit le jeu ou le but d'une certaine façon. Puis, tu sais, je peux amener un élément différent, dire ah, ben, tu sais, le gardien de but était peut-être voilé ou, tu sais, il s'est peut-être passé X, Y sur le jeu. Fait que ça fait voir une autre perspective. Mais oui, c'est certain que l'œil du gardien ne s'en va pas. Puis, tu sais, je te dirais que les gardiens de but, honnêtement, tu le vois maintenant dans le hockey professionnel, il y a énormément de gardiens qui sont devenus entraîneurs parce que tu es en arrière du match, tu vois le jeu se dessiner, puis il y a beaucoup de gardiens qui ont évolué dans le hockey comme entraîneurs par la suite parce que c'est des gars qui voyaient très, très bien le jeu. Oui, effectivement. Puis, tu sais, veux pas, on n'a pas le choix de passer à l'aspect un petit peu plus personnel. Tu as parlé de ton père tantôt. Ton père qui a joué dans la Ligue nationale, qui a joué dans la Ligue américaine. J'ai tellement de questions, mais la première qui me vient en tête, c'est comment c'était de grandir avec un père qui jouait au hockey professionnel, entre autres dans la Ligue nationale de hockey, premièrement, les nombreux voyagements, des trucs comme ça, une personne qui déménage quand même souvent, c'était pas un 9 à 5 à Trois-Rivières, tu dis je vais travailler là pendant 40 ans. Oui, je pense que ça a ses points forts, ses avantages, ses inconvénients. C'était vraiment le fun, j'y pense encore. J'avais 2 ans, j'étais sur des patins à 2 lames, sur la glace du Staples Center à Los Angeles, sur la glace du Maple Leaf Garden à Toronto. C'est des moments, puis je revois encore des photos aujourd'hui. Quel enfant à 2 ans faisait ça? Je pense que c'est une chance inouïe que j'ai eue à cette époque-là, mais ça vient avec des moments plus difficiles aussi. Mes parents se sont divorcés, j'avais 4 ans. Donc, mon père a continué de vivre sa passion, jouer au hockey. Ma mère habitait à Québec, donc j'habitais avec ma mère, je voyais mon père moins souvent. Fait que c'est sûr que ça vient créer des enjeux un petit peu plus personnels. Tu vis avec ta mère, puis je pense que ma mère a fait du travail incroyable pour m'élever. Pas seul, parce que mon père était là aussi, mais je passais beaucoup plus de temps avec ma mère, puis je voyais moins mon père. Fait que c'est certain que quand je le voyais, c'était super le fun. Puis il m'amenait dans le vestiaire, puis je me souviens encore, petite anecdote, mon père jouait pour les Monarchs de Manchester dans la Ligue américaine, qui a été un club de la East Coast il y a quelques années. Puis mon père jouait contre les Citadelles de Québec, qui étaient dans la Ligue américaine, au Colisée Vidéotron de Québec, puis Colisée Pepsi de Québec.
Puis mon père avait demandé à Bruce Boudreau si je pouvais embarquer dans l'autobus avec lui, puis passer le week-end avec lui, parce que je le voyais pas, puis lui, il passait pas beaucoup de temps avec moi. Puis Bruce avait accepté de me laisser passer le week-end avec l'équipe. Donc, j'ai couché à l'hôtel avec mon père, j'allais au morning skate, j'allais au match. Donc, ça a été des moments, je te dirais, inoubliables pour ça. Puis, tu sais, c'est pas tous les coachs qui auraient laissé. Bruce était un entraîneur quand même assez difficile et rigide envers ses joueurs. Mais quand ça venait au côté personnel, il était très compréhensif. Puis ça, tu sais, c'est pas moi qui pouvais le remercier à l'époque. Je suis sûr que mon père l'a fait à plusieurs reprises, mais ça a été vraiment un beau moment pour moi. Fait que, oui, c'était des moments qui étaient incroyables. J'étais très jeune, fait que c'est certain qu'il y a certains moments que je me souviens moins. J'ai encore des images. Mon père jouait avec Joe Corvo, qui est un ancien défenseur, puis Joe m'avait pris à part. Puis dans les vestiaires de certaines équipes, tu peux mettre ta main dans un plat de cire pour la circulation sanguine. Puis je me souviens, Joe m'avait pris de côté une journée quand mon père était sur la glace ou quoi que ça. Puis il m'avait pris en charge, puis on était allé faire des mains de cire dans le vestiaire. Fait qu'on avait mis des mains de cire un peu partout dans le vestiaire. Fait que c'est des beaux moments que je me rappelle. Je suis sûr qu'il y a des moments que je me rappelle moins aussi parce que j'étais très jeune. Puis drôle d'anecdote, pour retourner à Glenn Stanford, Glenn était président des St. John Maple Leafs quand mon père jouait dans la Ligue américaine dans ses premières années. Mon père jouait à Terre-Neuve, puis Glenn était président. Donc, c'était vraiment le fun de pouvoir retravailler avec Glenn là, 20 ans plus tard. Puis c'est encore le même monsieur, super professionnel, super le fun à être avec. Écoute, c'est vraiment super intéressant. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve drôle, c'est qu'on n'a jamais vraiment, tu sais, des accès comme ça que toi, tu as pu avoir très jeune. Puis à part quand ton père est venu à Québec, est-ce que des fois, tu pouvais aller sur la route avec lui, des trucs comme ça, ou vraiment, tu restais à Québec avec ta mère, puis c'était extrêmement rare que tu partais avec ton père, dire une fin de semaine à l'extérieur de Québec, te promener sur la route pour voir, c'est quoi être un joueur de hockey professionnel? Je te dirais que quand j'étais jeune, j'ai fait énormément de voyagements avec mes grands-parents. Mes grands-parents paternels ont suivi mon père beaucoup aussi. Veux pas, ils ont tout donné pour que mon père se rende là. Fait qu'ils ont suivi beaucoup. J'ai fait énormément de routes, d'avions, autant avec ma mère au début, parce que ma mère et mon père étaient encore ensemble là, mes 4 premières années. Puis par la suite, quand ils se sont divorcés, beaucoup avec mes grands-parents. Fait que, oui, j'allais sur la route. J'allais passer des fins de semaine avec mon père. J'avais de l'école ou de la garderie quand j'étais très jeune. Mais j'y allais. Mes grands-parents m'amenaient. On allait soit à l'hôtel, passer un week-end quand mon père jouait plus proche de la maison, ou on allait le voir directement à la maison où ce que lui était, passer une fin de semaine là. Donc, j'ai fait énormément d'heures de route avec mes grands-parents. Puis, je suis très reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait pour me permettre de voir mon père, puis permettre de voir mon père en action dans le hockey professionnel. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait goûter au hockey professionnel, puis à vouloir être à un autre niveau. Puis aujourd'hui, pour moi, c'est toutes des choses que j'ai vécues. Fait que je te dirais que c'est un avantage parce que des fois, je vis des situations où des fois, ça peut être excitant ou ça te sort un peu de ta zone de confort, mais c'est des choses que j'ai vécues plus jeune. Avec mon père qui joue au hockey. Donc, je te dirais que c'est peut-être un avantage pour moi. Là. Puis, est-ce que, dès ce moment-là, ça a tout le temps été clair dans ta tête que c'est ça que tu voulais faire? Tu voulais soit être joueur, soit travailler dans le monde du hockey professionnel. Tu sais, vraiment vivre ça au day-to-day comme tu le fais présentement. Ah, 100%. 100%. J'ai jamais voulu faire rien d'autre dans ma vie. J'ai dévoué 100% de mon temps au hockey, à grandir là-dedans. J'ai commencé entraîneur vidéo avec les riverains du Collège Charlemagne. J'avais 16 ans. Les joueurs avaient 16-17 ans. Quand je suis allé junior, j'avais 18 à 20 ans. Les joueurs avaient de 16 à 20 ans. Fait que j'ai toujours été très jeune. J'ai peut-être même passé sur certaines choses de ma vie, dans le sens que il y avait des soirs où j'avais des amis qui allaient prendre un verre, qui allaient avoir du fun. Puis moi, j'étais à l'aréna parce que c'est ce que je voulais faire de ma vie, puis je voulais percer. Puis quand je regarde les 7 à 8 dernières années de ma vie, oui, des fois, j'ai sacrifié certaines choses, mais quand je suis assis dans le rôle que je suis aujourd'hui, puis je regarde notre équipe performer, puis je me dis, ça valait vraiment la peine de le faire. Mais non, je suis vraiment heureux dans ce que je fais. J'ai toujours voulu faire ça, puis je compte le faire encore très longtemps. Puis est-ce que, parce que, bon, finalement, ça s'est plus passé du côté administratif, personnel, hockey et tout, mais il y a quand même eu, j'imagine, un certain moment de réalisation où tu t'es dit,
je me rendrai pas là en tant que joueur. Comment ça s'est passé, cette réalisation-là? Je pense que la mienne s'est faite quand même assez facilement. OK. Je suis un gars qui est quand même assez honnête avec moi-même. Je suis capable de voir quand je suis pas à la bonne place. Mhm. J'étais un excellent joueur de baseball. J'ai fait équipe Québec au baseball plusieurs années. J'étais, je dirais, beaucoup plus talentueux au baseball qu'au hockey. Fait que je jouais au hockey l'hiver, je jouais au baseball l'été. Puis, tu sais, mon père jouait au hockey. Donc, j'ai toujours voulu pencher un petit peu plus vers le côté hockey. Le développement au baseball au Québec, c'est un petit peu plus difficile. On a des terrains de baseball seulement que quelques mois Ouais. par année. Maintenant, on voit du développement avec du style du baseball 360 avec des cages intérieures et tout ça, mais ça reste que c'est pas le même développement. Il aurait fallu que je m'exile aux États-Unis, que ça aurait été un coût énorme pour mes parents de m'envoyer là. Fait que j'ai décidé de faire un choix de rester du côté hockey, même si j'étais peut-être un petit peu moins talentueux. J'ai quand même joué Bantam 2A, j'ai quand même joué Midget Espoir. Puis après cette année-là, Midget Espoir, j'ai joué Juvénile 3A, scolaire. Mhm. Puis c'est là que j'ai réalisé que oui, je pourrais continuer, jouer collégial, jouer junior 3A. J'avais des opportunités de continuer. Il y avait un programme au Collège Champlain à Saint-Lambert à Montréal qui avait un programme de Sports Management and Marketing. C'était un programme que j'avais dans ma mire depuis 3-4 ans, puis c'était ça que je voulais aller faire. Je m'en allais pas à nulle part autre que là. C'était pas une école qui offrait du sport-études hockey ou une équipe collégiale. Donc, j'ai dit, garde, je pense que c'est le temps pour moi de mettre une croix sur ma carrière de joueur de hockey. Je savais que je ne me rendrais pas dans la Ligue nationale, puis j'avais des aspirations de me rendre dans la Ligue nationale avec un autre poste, que ce soit aux opérations hockey ou autre. Fait que j'ai décidé de mettre ça de côté, me concentrer sur... j'étais entraîneur des gardiens, entraîneur vidéo au niveau junior 3. Donc, je me suis concentré là-dessus, concentré sur mes études à Champlain, puis je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Là, je n'ai pas le choix de te poser la question. Bon, là, tu es rendu président des Lions de Trois-Rivières, mais tu as dit me rendre dans la Ligue nationale. Est-ce que ce rêve-là, tu l'as mis de côté maintenant que tu es président des Lions ou tu as encore ça derrière la tête que, bon, pas maintenant, pas dans 5 ans, mais éventuellement, si l'occasion se présente, je serais intéressé à monter Ligue américaine, Ligue nationale et tout. C'est une super bonne question, Félix. Je pense que c'est toujours un rêve de petit gars de se rendre là. Je te dirais que quand j'ai commencé avec les Lions les 3 premières années, c'était mon objectif. Je pense que les objectifs ont peut-être changé avec le temps, étant donné le rôle. Ça reste que je pense que j'ai encore un peu d'expérience à prendre avant d'être président d'un club de la Ligue nationale. Mais oui, c'est toujours un objectif. Je te dirais que je peux peut-être être dans une situation où je suis un petit peu plus sélectif de où aller, puis comment, puis dans quel rôle. Mais assurément là, que ça serait l'objectif de monter au prochain niveau dans les prochaines années de la Ligue américaine, de la Ligue nationale. Il y a même des catégories de hockey en Europe qui sont excessivement relevées, qui pourraient être des belles opportunités. Donc, je pense que mes portes vont toujours rester ouvertes. Je suis vraiment bien ici. Je ne cherche pas à m'en aller d'ici. On a un groupe de propriétaires incroyable. Todd, Jeff, Emma, qui nous supportent, qui me supportent jour après jour, qui ont pris une chance sur moi comme un jeune président, le plus jeune président de l'histoire, comme tu l'as dit, remporté la première année. Donc, je pense que je veux continuer de bâtir notre équipe. Je pense qu'on a fait quelque chose de bien l'année dernière avec toute notre équipe administrative, notre équipe hockey. Donc, je pense que j'ai encore du travail à faire ici pour amener l'équipe où ce que j'aimerais qu'elle soit. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais dans les prochaines années, peut-être monter au prochain niveau. Ah, intéressant. Puis là, on vient de passer l'aspect plus hockey, puis c'est vraiment super intéressant. Mais Alex, à l'extérieur de l'aréna, à l'extérieur des Lions, quand il enlève là, son quarter zip avec le logo des Lions dessus, c'est qui? Parce que, dire, veut pas, l'année passée, quand je faisais les podcasts avec les joueurs, c'était tout le temps, ouais, ben, tu sais, c'est beaucoup le hockey. Tu sais, quand je joue pas au hockey, tu joues à NHL sur la PlayStation. Mais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des layers de plus à Alex que juste jouer à NHL sur la PlayStation, sans rien enlever à ça. Ouais. C'est un très beau passe-temps, mais qui est Alex à l'extérieur des Lions? C'est une bonne question. La réponse honnête, c'est qu'Alex sort de l'aréna, il va se coucher, puis il se lève, puis il revient à l'aréna. Mais non, je suis un gars très, très simple, je dirais. J'aime être autour de ma famille, être autour de mes amis. J'aime ça garder ça simple. J'adore jouer au golf. Donc, durant l'été, j'aime ça aller
jouer une coupe de ronde de golf avec des amis, la famille. J'ai une famille qui joue énormément au golf. Donc, suivre ça. Il était un temps où je jouais 35-40 games de golf par été. Je te dirais que depuis quelques années, on a réduit ça à 10-15. Ça, j'adore cuisiner, j'adore découvrir des nouvelles choses au niveau de la nourriture, des vins. Je te dirais que je suis peut-être un peu épicurien. J'adore découvrir, j'aime ça aller visiter des vignobles, découvrir le vin. Je suis un grand amateur de vin, autant du vin blanc, du vin rouge, des mousseux, des champagnes et tout ça. Donc, dans mes temps libres, j'aime voyager. J'en ai fait beaucoup dans les dernières années. J'ai visité quelques places, dont des places qui avaient des vignobles pour combler l'utile à l'agréable. Puis non, je te dirais que c'est pas mal ça. C'est très, très simple. Je vais regarder du hockey aussi à la maison. Je vais regarder du golf à la télé, du baseball. Je suis un sportif dans l'âme. Donc, tout ce qui gravite autour du sport, je te dirais que c'est mes passions premières. Mais autre que ça, je te dirais le voyage, la nourriture, les vins. Puis, quand tu es à la maison, exemple, tu regardes le hockey, tu n'as pas l'impression de ramener du travail à la maison, j'imagine. Non, pas du tout. C'est sûr que ça dépend quel genre de match qu'on regarde. Il était un temps, je regardais le Canadien assidûment, soir après soir, puis je regardais tous les matchs. Dans le rôle que j'ai actuellement avec Ron, on doit regarder des centaines de games de hockey par année, autant pour recruter des joueurs que pour regarder nos propres matchs, pour regarder des joueurs qu'on irait peut-être acquérir en termes de transactions. Donc, je vais mettre le match de hockey, mais peut-être que je ne l'écouterai pas aussi assidûment que je l'écoutais avant. Je te dirais honnêtement, ce qui me relaxe le plus à la maison, c'est simplement de mettre le golf à la télé. Le golf le dimanche, tranquille, puis regarder la ronde finale d'un tournoi majeur ou ces choses-là. Ça, c'est quelque chose qui, je te dirais, qui me relaxe beaucoup. Mais non, pour répondre à ta question, c'est pas du travail de regarder du hockey à la maison. J'aime ça, ma famille aime ça. On va toujours regarder le match du Canadien le samedi soir. Mais non, j'adore ça, même si ça fait partie de mon quotidien, jour après jour. Puis là, tu vois un joueur du Canadien qui se blesse puis tu te dis ça va avoir un impact sur nous autres, ça. Exact. On prend une petite gorgée de vin de plus pour essayer d'oublier le joueur qui... Non, mais sans faire... Oui, ça fait partie de notre quotidien. Ah ben oui, 100%. Autant aux Canadiens qu'aux Rockets, quand on regarde les matchs et qu'on voit un joueur blessé. Ron et moi, on se parle tout de suite. Ah non, tu sais... je sais pas, moi, Ryan Backer s'est blessé, donc c'est sûr que ça va affecter la pyramide. Ils vont rappeler un joueur du Rocket, ils vont rappeler un joueur de chez les Lions. Donc, ça fait partie de notre vie. Je pense que ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est ça la ECHL. On est le troisième tiers d'une affiliation avec le Canadien Rocket. On est là pour les aider à développer leurs joueurs, mais aussi aider le grand club à peut-être un jour gagner une Coupe Stanley. Écoute, Alex, en terminant, question que j'ai posée la saison dernière à toutes les personnes qui ont fait le podcast. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? C'est simple. Je pense qu'on veut amener notre équipe à un autre niveau. C'est le plus haut calibre de hockey en Mauricie. C'est le plus haut calibre de hockey au Québec après le Canadien de Montréal et Rocket de Laval. Donc, on veut amener notre équipe à un autre niveau, démontrer aux gens que les Lions de Trois-Rivières, c'est vrai, sont là pour rester. Puis, finalement, ramener la coupe ici à Trois-Rivières. Écoute, Alex, c'est pas plus compliqué que ça. Un gros merci. Yes, merci à toi. Merci d'avoir lancé la deuxième saison du podcast Au cœur des Lions. Puis suivez nos réseaux sociaux pour la suite, pour les prochains invités là, au podcast. Merci, Alex.